procureur, parce que le scénario de Chaumont, le scénario qui nous a décrit concernant ce jeune mis en cause de 14 ans qui a poignardé à 7 reprises la surveillante scolaire Mélanie, 31 ans, est absolument terrifiant. Il y avait une intention de tuer, une intention qui était préméditée depuis le vendredi dernier. Écoutons le procureur, monsieur Devallois. En garde à vue, l'intéressé se montre détaché, tant au regard de la gravité des faits reprochés que des conséquences vis-à-vis de lui-même. Il ne manifeste au demeurant aucun signe évoquant un possible trouble mental. Il reconnaît être l'auteur du passage à l'acte, mais ne l'explique pas véritablement. Il n'exprime pas de regret ni aucune compassion pour les victimes. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort, ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. Il est adepte de jeux vidéo violents, sans pour autant être addict à ces jeux selon ses propres termes et selon les déclarations de ses parents. Il utilise peu les réseaux sociaux. D'une manière générale, ce jeune homme apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine, à laquelle il ne semble pas attacher une importance particulière. Voilà pour ce que vient de dire le procureur de Chaumont, Gauthier Lebret, un ado de 14 ans qui prend un couteau dans la cuisine de sa mère, le plus long possible, 34 cm pour faire le plus de dégâts, dit-il, et qui frappe au hasard, parce qu'il cherchait une surveillante, n'importe laquelle. Il avait été admonesté le vendredi par une autre surveillante parce qu'il embrassait sa petite amie. C'est le scénario d'horreur, en fait. Absolu. Et donc, on voit bien que les propositions du gouvernement d'interdire la vente des couteaux aux mineurs, si vous voulez, c'est même pas une mesure utile, puisque les cuisines sont remplies de couteaux et que ce jeune a pris un couteau dans la cuisine de sa maison avec ses parents. Donc voilà, ça sert strictement à rien. Pendant ce temps-là, on a un président de la République qui vient de faire le plus gros bid télévisuel de l'histoire de la Ve République pour un chef de l'État, 1,5 million en nous dissertant sur les océans, qui réitère en disant, en pointant les chaînes infos qui font du lavage de cerveau sur les faits divers, qui parlent même des punaises de lit, on ne comprend rien, qui montre aucun signe d'empathie avec ce qui se passe, avec cette France qui a mal, qui est digne, mais qui n'est plus silencieuse. Elle n'est plus silencieuse parce qu'on entend depuis hier que ce soit le cousin ou le beau-fils de Mélanie prendre la parole, réagir aux propos du président en disant non, ce n'est pas un fait divers, demander, c'était ce matin avec son beau-fils, la levée de l'excuse de minorité. Alors là, il a 14 ans, donc la loi évidemment ne le permet pas. J'ai même vu son cousin demander le retour de la peine de mort. Alors évidemment, on ne va pas revenir sur la peine de mort, mais ça sur l'abolition, mais ça dit quelque chose de cette colère qui reste digne, qui demande des réponses et qui pointe la responsabilité politique. Les politiques ne vont pas pouvoir s'en laver les mains et dire « j'y suis pour rien, je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout alors qu'elle est nulle part ». Et on sent bien aussi chez de nombreux Français cette petite musique « et si ça m'arrivait à moi ?» Si ça arrivait à mon cercle familial, parce que ça se rapproche, ça n'arrive pas qu'aux autres finalement. Et c'est évidemment cette peur-là qui anime chaque parent de France quand son enfant va à l'école, chaque proche quand il n'arrive pas à joindre tel ou tel ami, telle ou telle compagne dans les 5 minutes. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose de grave? Voilà dans quel état est le pays. Mais on a un président qui préfère nous parler des océans. On l'écoutera dans un instant. On parle d'une petite ville de 3500 habitants, effectivement, Geoffroy Lejeune, avec a priori une petite ville sans histoire. Et un ado de 14 ans qui devient un tueur. Évidemment, pour l'instant, il est inculpé de meurtre aggravé. On verra ce que ça donne lorsqu'il sera présenté ce soir au juge d'instruction. C'est absolument effrayant. C'est absolument effrayant. Il n'y a pas beaucoup de mots pour commenter ce qui vient de se passer. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au Journal du Dimanche, c'était il y a presque 2 ans. Et la semaine où on a sorti le premier numéro du JDD, après, quand je suis arrivé, il y avait eu le meurtre d'un petit Enzo. À coups de couteau, il avait une 15aine d'années aussi, à coups de couteau, dans un petit village également de la même manière, sans aucune raison. C'était une espèce de conflit de jeunes qui était et ça s'était terminé au couteau et il était mort. Et sa maman à l'époque avait écrit une lettre ouverte, elle était rejointe d'ailleurs par beaucoup de victimes et elle avait dit, je rebondis sur ce que vient de dire Gauthier et sur ce que vous dites vous aussi Laurence, c'est les victimes maintenant prennent la parole, disent leur colère et en effet c'est un propos éminemment politique. Et moi ce qui m'a le plus frappé
depuis qu'on a appris ce drame terrible, c'est l'inanité de la réponse politique. En fait, les victimes font de la politique réellement, c'est-à-dire qu'elles pointent des vrais sujets, elles pointent des vraies manières aussi de faire évoluer positivement la société. Et nos politiques nous ont parlé de portiques et d'interdiction de vente d'armes, c'est-à-dire encore des collections de mesures toutes plus inutiles les unes que les autres. De réseaux sociaux. Et là, on et de réseaux sociaux. Pas sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis pour qu'on ait tous les débats du monde, mais c'est juste que quand vous voyez qu'en fait, on va interdire... C'est à côté de la plaque. On va interdire l'objet du meurtre et on va pas agir sur le cerveau de celui qui a décidé de brandir le couteau. Et je me dis que ces gens, les victimes, ceux qui prennent la parole courageusement et ils ont autre chose à faire au moment où ils sont en train de faire leur deuil que de parler aux médias, mais ils le font quand même parce que c'est important, ils méritent beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui comme représentants politiques. On va parler du volet politique dans un instant. On reste d'abord sur le choc après la mort de Mélanie, 31 ans. On va écouter son beau-fils, effectivement, qui a été interrogé par les équipes de CNews ce matin. Écoutez-le. Mélanie, c'était une femme merveilleuse, une femme pleine d'amour, pleine de joie, pleine de compassion. Elle aidait tout ce qu'elle pouvait. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Tous les adjectifs qu'on peut utiliser pour qualifier quelqu'un dans le positif lui étaient dus. C'est un acte absolument innommable. Je pense que même s'il a 14 ans, je pense qu'au vu de son acte, il devrait être jugé comme un adulte. Je ne pense pas qu'on puisse encore considérer quelqu'un qui poignarde quelqu'un d'autre, d'encore un enfant. Enfin, ça efface tout sentiment d'être candide ou quoi que ce soit. Il a quand même emmené un couteau à l'école. On va pas me faire croire que c'était pas prévu, que ça a été prévu sur Mélanie ou non. Ça n'a pas trop d'importance. Le mal est fait, mais qu'il aurait voulu s'attaquer à Mélanie ou à qui que ce soit d'autre, ou même à plusieurs personnes à la suite. Enfin, dans tous les cas, il avait prévu de faire du mal aux gens, et je pense pas qu'avec ça, on puisse encore le considérer comme un enfant. Reda Bellad, vous êtes policier. On s'est beaucoup dit comment parer à ce genre de situation. Là, on avait les gendarmes sur place, des contrôles aléatoires, un gamin qui arrive avec un couteau de 34 cm et qui fait une plaie dans le dos de la victime de 20 cm, 18 cm, je crois. Le coup lui a été fatal, il y a 7 coups qui lui ont été portés. Est-ce qu'on peut parer à ce genre de catastrophe et d'attaque ? C'est une question qui c'est compliqué de répondre. Je pense qu'à chaque fois que vous avez posé une question sur ce plateau, il y avait toujours un blanc. Parce qu'en fait, on est tellement touché, et puis même moi qui ai un peu d'expérience, au bout de 27 ans de police, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive, dans des petits villages. Comme l'a dit, il y avait un témoignage tout à l'heure du maire, il me semble, une commune de 300 habitants. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Malheureusement, on doit s'habituer. Le danger, il est partout. Maintenant, il faut qu'on mette tout en place en termes de dissuasion, de prévention, de répression pour améliorer les choses. Et peut-être ça va mettre du temps, mais il faut déjà qu'il y ait une conscience. Et là, comme l'a dit Gauthier Lebret juste avant, les gens se rendent compte de ce qu'on vit, nous, les policiers. C'est-à-dire le décalage entre le terrain et les discours. Les discours, la technocratie, je n'ai pas le bon mot, je ne sais pas si j'ai le bon mot, mais quand vous n'avez pas été touché, vous savez, vous avez vu, on voit, nous, les policiers, tellement de victimes en souffrance, dans le mal, par rapport à leurs enfants ou eux-mêmes, que nous, ça nous bouffe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ces gens-là, un jour, j'espère que quand on parle de justice pour les mineurs, on en parlait tout à l'heure, j'aimerais bien que les magistrats, beaucoup de magistrats, même ceux qui siègent par rapport aux mineurs et tout, il serait bien qu'ils tournent avec nous, en fait. Ils voient la violence, qu'ils subissent la violence, comme nous, on l'a subi, en fait. Et parce qu'à un moment, vous prenez de la hauteur. Nous, les policiers, c'est notre quotidien de prendre de la hauteur. Mais il y a un moment où vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur. Et je pense que pour ces victimes, et c'est peut-être ce que vous avez dit, Gauthier, tout à l'heure, c'est peut-être ce qui est en train de changer. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les policiers, il n'y a que les collègues qui ont des mandats syndicaux qui peuvent s'exprimer. Nous, on a un devoir de réserve. Dès l'école de police, on nous l'écrit, on nous le redit. Vous n'avez pas le droit de sortir de votre devoir de réserve. Et là, aujourd'hui, les Français sont en train de sortir de leur devoir de réserve. Les victimes de ses proches, moi, j'ai jamais vu ça. Plus ça va, plus vous voyez que les gens vont... Et c'est peut-être ça, en fait. Il y a une espèce de... Moi, je le ressens comme ça, comme une espèce de révolution qui est en train de se passer. Et les victimes et les proches des victimes, ils vivent ce que vivent les policiers, sauf qu'eux, ils sont en train de sortir de leur devoir de réserve. Et c'est peut-être ça qui va permettre de bouger. Bien sûr. Noémie Alioua, sur ces victimes qui parlent. André, ensuite. Oui, je voulais
vous rejoindre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que je pense que pendant longtemps, pourquoi la voix des victimes n'a pas été entendue, c'est parce qu'il y avait une chape de plomb, parce qu'il y avait une crainte de faire monter ce qu'on appelait l'extrême droite. Vous savez, quand j'ai publié en 2018 mon livre sur l'affaire Sarah Halimi, c'était le même problème. J'avais eu beaucoup de mal à l'époque à médiatiser l'affaire Sarah Halimi. C'était une toute autre affaire, mais à ce moment-là, de la même façon, on avait peur toujours de faire monter cette extrême droite. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça ne fonctionne plus. Les gens ont besoin de s'exprimer, les victimes ont besoin maintenant de dire la réalité qu'ils voient au quotidien, peu importe les conséquences politiques. D'ailleurs, ce ne sont pas des discours qui sont politisés au sens politicien, ce sont des discours qui sont des cris de révolte et qui s'affirment comme tels, indépendamment de toute interprétation politique. Qui jusqu'ici empêchait ces voix de vraiment pouvoir s'exprimer. André Vallini, puis après on écoutera le président Macron. Oui, moi je suis d'accord. Les gens maintenant s'expriment davantage, y compris devant des caméras. Alors évidemment, les portiques, c'est pas forcément la solution. En plus, ça créerait des embouteillages à l'entrée du collège. Je pense qu'il faut quand même y réfléchir. Bien sûr que d'interdire la vente des couteaux, ça n'empêchera pas qu'on prenne un couteau dans la cuisine de sa maman, mais je crois quand même qu'il faut interdire la vente de couteaux. Il faut multiplier toutes les mesures possibles et imaginables, et il faut surtout, je le répète, s'occuper de la santé mentale des adolescents. Parce que depuis quelques années, et Pascal Praud hier soir a fait une litanie impressionnante, glaçante, effrayante. Des noms de tous les prénoms de tous les adolescents qui ont été tués à coups de couteau depuis 2 ou 3 ans. Et c'est Bayrou hier à l'Assemblée nationale qui a parlé d'épidémie. Donc il y a un vrai sujet là de mimétisme par rapport au couteau. Pas de trouble décelé chez l'individu là, en l'occurrence. Le procureur a dit pas de trouble. Oui, a priori, mais il a eu 2 antécédents quand même. Hein. Il avait quand même essayé d'étrangler un camarade. Oui. Donc, mais pas de trouble. Il y avait eu 2 sanctions disciplinaires au collège. Oui. On va continuer. Je voudrais juste qu'on écoute Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la déconnexion des élites avec le pays réel. Et là, elle nous saute aux yeux à chaque fois qu'ils prennent la parole. En fait, hier, il y avait une émission qu'il avait sans doute lui-même demandé à France 2 d'organiser, puisque c'est comme ça que ça se passe en réalité, dans les rapports entre l'Élysée et le service public. Donc, il a fait organiser cette émission pour les océans. Une très belle cause. Et évidemment, les journalistes lui ont posé des questions sur l'actualité et la mort de cette surveillante. Écoutez. On ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous parce que les gens ont le sentiment de vivre dans un monde d'un fait divers à l'autre. Et en effet, on passe des punaises de lit le matin à un drame qui s'est passé la journée. Donc c'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'infos ? Je dis tous qu'on devrait avoir une forme de discipline collective qui est évidemment de commenter l'actualité, mais aussi de parler, comme on le fait ce soir, des sujets de fond. C'est-à-dire que, oui, il faut être aux côtés de celles et ceux qui sont des victimes. Oui, il faut répondre de manière intraitable. Mais il faut s'attaquer aux causes profondes. En tout cas, si on veut une société qui avance. Alors, André Vallini, ça vous choque, en fait. Et après, non, mais bien sûr qu'il faut s'attaquer aux causes profondes, il vient de le dire. Il faut être proche des victimes, il vient de le dire. Mais enfin, quand il a commencé, en parlant des faits divers, en mettant sur le même plan, si j'ose dire, les punaises de lit et le drame atroce qui était intervenu le matin même, là vraiment, après le brainwashing, là vraiment Emmanuel Macron, pourtant Dieu sait si je ne fais pas d'antimacronisme primaire, et je reconnais parfois certains de ses mérites, ses talents, ses réussites, mais là vraiment il est à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque. Jean-Sébastien. Une confusion extrêmement grave de mon point de vue, parce qu'il ne cesse de démonétiser la parole publique. Les punaises de lit, c'était quoi ? Les punaises de lit, on a appris a posteriori que ça avait été instrumentalisé par vraisemblablement les Russes pour justement accentuer les peurs en France. Mais ça n'a rien à voir. Les faits divers, ils existent. Ce ne sont pas des fake news. Et moi, je me souviens qu'il y a quand même quelques jours à peine, le président de la République, en tout cas l'Élysée, a éprouvé le besoin de dire que ce qui était des images vraies, on se souvient de la scène entre lui et son épouse, était en réalité des fake news. Et donc, en fait, il est dans la confusion absolue, dans la confusion de tout. Mais c'est comme interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais que faisait-il, Emmanuel Macron, à 14 ans ? Alors. Il rencontrait Madame Macron. Bon, écoutez, Gauthier Lebret. Non, mais pardon, sur le terrain de la vie privée, franchement. Mais ça n'est pas de la vie privée. Je ne crois pas que ce soit. Je ne crois pas que ce soit. Je ne crois pas que ce. Si, parce que ça a à voir avec le regard qu'il porte sur la société et le regard qu'il porte sur la transgression. Gauthier Lebret. Sur les propos du président de la République. Donc, il cible CNews, parce qu'à un moment donné, il faut le dire, il nous cible nous. On fait donc, selon lui, du lavage de cerveau en passant des punaises de lit aux faits divers. C'est comme ça qu'il le formule.
c'est le président de la République. Non mais vous vous rendez compte le niveau de la parole du président de la République. Il y a une femme qui vient de se faire tuer par un gosse de 14 ans à coups de couteau. On apprend après qu'il a visé une surveillante au hasard. Il y a un petit garçon de 3 ans qui vient de perdre sa mère et qui grandira toute sa vie sans mère. Au moment où il parle de brainwashing, de lavage de cerveau, il y a une famille à Dax qui vient d'enterrer un gamin de 17 ans qui allait fêter sa majorité quelques jours après. Il y a une mère qui se bat alors que son fils a été tué à coups de machette en sortant du foot pour que ça n'arrive pas à d'autres mineurs. Et au lieu d'embrasser cette cause-là et de trouver des solutions, il nous dit qu'il faut parler des sujets de fond, sous-entendant que les océans, c'est des sujets de fond. Ça, c'est sûr, oui, c'est les grands fonds marins. Et peut-être que la présidence de la République prend l'eau également. Mais en sous-entendant que ce qui s'est passé avec Mélanie, c'est pas des sujets de fond, mais un fait divers parmi tant d'autres, comme il s'enchaîne tous les jours sur les chaînes info. Enfin, franchement, c'est le président de la République qui parle et il nous parle des punaises de lit. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant.